Vraiment, merci beaucoup d'être tous là pour m'écouter. J'espère que les idées que je vais vous partager cet après-midi seront intéressantes pour tous et que nous pourrons répondre tous ensemble à cette question. Peut-on vraiment créer de l'intelligence artificielle à partir des données de santé? Alors, je vous avoue qu'au départ, j'avais voulu proposer une question beaucoup plus polémique du type: est-ce qu'il existe même de l'intelligence artificielle en santé? Mais je crois que le processus de réflexion qu'on aura cet après-midi nous aidera à répondre à ces deux questions en même temps. Alors, pour me présenter rapidement, je suis Jean-Noël Nikema, je suis professeur à l'École de santé publique de l'Université de Montréal et je co-dirige le laboratoire Transformation numérique en santé. Alors, dans ce laboratoire, on s'intéresse à évaluer les impacts de tout ce qui est transformation numérique, notamment l'informatisation du système d'information en santé, comment on peut améliorer l'impact positif et comment on peut réduire en fait les impacts négatifs. Et pour cela, je m'intéresse à réconcilier les différentes définitions de la qualité de données en fonction des différents acteurs qui peuvent être présents, que ce soit les praticiens, les patients, les gestionnaires et bien entendu les chercheurs qui veulent réutiliser cette donnée-là parce qu'on n'a pas tous la même définition. Et pour ça, j'utilise les ontologies et les terminologies biomédicales, soit pour l'utilisation secondaire des données, soit pour l'interopérabilité et encore pour le traitement automatique de la langue. Donc, alors, je n'ai pas de conflit d'intérêt particulier à déclarer, mais je tenais quand même à préciser que les éléments de réflexion, les discussions que je vais vous présenter, est le fruit de discussions et de travaux que nous menons, notamment dans le cadre de l'Observatoire pour les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle et du numérique, l'OBVIA, avec des professeurs, notamment Aude Motolski de l'Université de Montréal et Philippe Després de l'Université de Laval. Donc, on va donc commencer en partant dans le but du sujet, c'est quoi l'intelligence artificielle et c'est quoi l'intelligence artificielle en santé? Je ne vais pas revenir sur l'origine du mot. Je pense qu'on est tous un peu informés de comment est-ce que le mot a été créé, son contexte particulier. Moi, je vais me concentrer sur la définition la plus couramment partagée par tout le monde, celle qui étant la capacité de la machine à reproduire une intelligence humaine. Et il y a même cet exemple assez particulier qui nous dit, alors si vous avez affaire à une machine et que vous discutez, vous interagissez avec elle, et vous n'êtes pas capable de savoir si vous avez affaire à un homme ou à une machine, alors c'est de l'intelligence artificielle. Le problème de ce type de définition, c'est que bien avant le mot, mimer les activités humaines, ça existe depuis la nuit des temps. On a tous rêvé d'être des dieux, de créer de nouvelles choses qui puissent penser comme nous. Donc on peut remonter par exemple à ce que Yanchi avait fait, un automate qui mimait les activités humaines, qui chantait, etc. C'était un robot, mais la question c'est, est-ce que c'était intelligent ? Ensuite, on continue le processus de réflexion. On se retrouve aujourd'hui de façon contemporaine avec des chercheurs, des entreprises qui s'intéressent à développer des outils, notamment basés sur les odeurs, pour pouvoir faire des diagnostics de cancer. Je suis convaincu qu'aucun d'entre vous, si vous humez votre voisin, vous n'êtes capable de dire s'il a un cancer ou s'il a la COVID-19. Pourtant, dans le vivant, nous retrouvons des êtres qui sont capables de cela. Notamment, on a vu les chiens qui ont humé des passagers dans les aéroports pour pouvoir diagnostiquer la COVID. Donc, c'est possible, mais est-ce que c'est humain? Ensuite, on va encore plus loin, on se dit, on est capable de faire de la reconnaissance, de la vision, etc. Mais est-ce que être capable d'identifier un stop, de reconnaître un visage, de reconnaître une fenêtre, de reconnaître une voiture, est-ce que ce n'est que humain? Ou c'est même juste, est-ce que c'est intelligent? Alors, quand on commence à se poser ce type de questions, vous me direz, mais où est-ce que je vais en venir à poser la problématique de ce que c'est que l'intelligence artificielle? C'est parce qu'en santé, cela pose de nombreux défis, parce qu'être capable de définir clairement ce que c'est être capable de pouvoir réguler, c'est être capable de pouvoir analyser les bénéfices et les conséquences, et bien entendu de pouvoir avoir une vision claire des enjeux éthiques que ça peut lever. Donc, beaucoup de gens se posent la question, est-ce que nous utilisons bien la bonne définition? Est-ce que nous choisissons cela pour dire nous avons une définition trop globale ou trop précise, permettant à des algorithmes d'éviter d'être évalués en tant qu'outil d'intelligence artificielle et d'échapper à des enjeux quand même assez sérieux? Ou est-ce que nous pouvons être capables de dire tout ce qui est machine, apprentissage profond, c'est de l'intelligence artificielle? Comme je vous ai dit, reconnaître un stop, est-ce que c'est vraiment intelligent? Donc, et là, moi, je vais vous proposer donc une définition. Potentiellement, vous ne serez pas d'accord avec cette définition, mais je pense qu'elle nous aide quand même à progresser dans notre processus à nous-mêmes,
de comprendre ce que c'est que l'intelligence artificielle. Alors, deux choses intéressantes, il faut repérer l'activité et ensuite repérer pour cette activité un certain besoin d'effort cognitif. Alors, ce sont ces deux éléments pour moi qui font la définition d'une intelligence artificielle. Et là, on pose le problème principalement de l'effort cognitif parce que l'activité, on sait plus ou moins ce que c'est. On peut identifier une activité, mais définir ce que c'est que l'effort cognitif, ce que c'est que l'intelligence, en d'autres mots, ça, c'est un autre problème. Est-ce que apprendre, c'est être intelligent? Et quand on va comparer une intelligence humaine à une intelligence machine, les choses changent. Moi, je suis médecin de formation, et quand j'étais à la fac de médecine, les premières années, on faisait beaucoup d'anatomie. Et c'était des gros bouquins comme ça qu'il fallait ingurgiter et être capable de décrire l'os fémoral de façon très précise. Et les meilleurs étudiants, c'était ceux qui étaient capables de pouvoir rendre et décrire l'os fémoral de façon à toutes ses bosses, les saillies, etc. Mais bon, moi, j'ai oublié une bonne partie de mon anatomie, mais l'ordinateur sur lequel j'ai stocké cette information reste. Est-ce que donc la mémoire, ce que je pourrais considérer comme intelligent chez l'homme, c'est la même chose que ce que je considérais intelligent sur la machine? Comment est-ce que je rapporte la notion même d'apprentissage par rapport à ce que nous avons chez l'homme et par rapport à ce que nous avons chez la machine? Ensuite, nous avons le processus de raisonnement qui apparaît. Comment est-ce que nous sommes capables d'abstraction? Alors, je vois une pomme tomber, je suis capable de dire, alors j'invente la loi de l'attraction universelle. Ça, c'est un processus d'intelligence, d'être capable de le faire. Est-ce que c'est ça seulement qui suffit de faire de nous des êtres intelligents? Et si la machine est capable de ça, est-elle donc intelligente? Alors, tous ces questionnements apparaissent parce qu'on a besoin de plein de choses pour apprendre. Donc, il faut définir ce que c'est qu'apprendre, il faut définir ce que c'est que raisonner. Mais le point commun de tout ça, c'est qu'on a besoin de données pour apprendre. Donc, moi, j'avais des livres d'anatomie pour apprendre mes cours. Et on a besoin de données pour pouvoir raisonner. Ça veut dire, je me base sur quelque chose, je vois une pomme tomber, je suis capable d'inférer des choses. Donc, la base de tout ça, la base de l'intelligence même en général, c'est la donnée sur laquelle nous nous basons. Et donc, en santé, on va se demander, c'est quoi une donnée de santé? Alors, moi, j'ai choisi de définir la donnée de façon très globale. D'accord? La donnée, c'est tout et rien du tout. Ça veut dire tout ce qu'on peut stocker, tout ce qu'on peut avoir, tout ce qu'on peut toucher. L'essentiel, c'est qu'elle existe quelque part et que quelqu'un l'a créée, quelle que soit la pertinence, la véracité, etc. Par contre, quand on veut commencer à redéfinir la donnée pour dire donnée de santé, on est un peu perdu. Parce que pendant longtemps, on a pensé que la donnée de santé, c'est, en tant que praticien, ce qu'on était capable de créer. Ça appartenait aux hôpitaux, c'est nous qui créions la donnée, c'est nous qui la manipulions. C'était ça qui était considéré la donnée de santé avec tous les règlements qu'il y a eu autour. Mais de plus en plus, nous créons de la donnée en dehors de ces centres hospitaliers. Et pourtant, ces données-là sont capables de décrire notre état de santé. Ça devient donc des données de santé par combinaison. Je prends un exemple simple d'une personne vivant seule avec un rythme régulier, avec ses commandes qui payent des choses bien précises au supermarché, et également qui, avec Hydro-Québec, a ses pics de réveil, ses pics de coucher parce qu'il rentre chez lui et il sort. Donc, des épisodes de dépression, par exemple, pourraient être identifiés quand on a un décalage des pics de réveil ou quand je commence à commander beaucoup de glace. Bon, ça, c'est mes épisodes à moi. Mais voilà, ça, c'est des choses qui peuvent arriver, mais ça peut témoigner d'un certain niveau de santé parce que la donnée n'est pas par nature une donnée de santé, mais elle est capable par combinaison d'en devenir. Et bien entendu, il y a toutes les autres données qui ne décrivent pas un état de santé, mais qui tiennent à soutenir le système de santé, toutes les données partagées entre les acteurs de la santé, qui nous permettent de comprendre en fait le processus général, qui est la seule façon de comprendre exactement ce qui se passe chez un patient. Donc, quand on a tout ça, on se dit, il y a des natures différentes. Le problème également, c'est qu'à l'intérieur de la donnée même par nature, la donnée de santé par nature est une donnée incomplète. Pourquoi? Alors, quand vous faites un processus habituel, quand vous êtes praticien, vous demandez à votre patient de vous raconter son histoire de la maladie et vous recueillez des données incomplètes. Pourquoi? Parce que soit vous ne posez pas la bonne question, soit vous posez la bonne question, on vous donne des réponses soit inappropriées, soit inexactes, soit totalement incorrectes, et vous pouvez la stocker ou non. Pourtant, vous faites un processus cognitif avec ces données-là et vous allez commencer à dire, écoutez, moi j'utilise mes connaissances, mes années de formation, je pose le diagnostic, je décide d'une prise en charge et puis que ce soit chirurgical, médical ou d'un traitement. Et je peux me tromper et je peux décider de stocker cette donnée ou pas. Alors, on en vient à un problème. Comment est-ce qu'on est capable donc de faire apprendre un algorithme à partir de ces données-là, quand ces données-là sont
d'emblée incomplètes parce qu'on n'est même pas sûr qu'elles ont été captées et en plus, est-ce qu'elles ont été stockées correctement? Pourtant, on a besoin d'avoir accès à tout pour avoir une idée claire de savoir comment est-ce que nous raisonnons. Nous devons avoir accès à notre donnée de santé par nature, nous devons avoir accès aux données qui sont en dehors des centres hospitaliers par les médecins de ville, toutes nos données particulières de ville, etc. Et bien entendu, toute la statistique générale est la seule façon de pouvoir raisonner sur ces données et poser un diagnostic suffisant chez le patient. Et pour pouvoir croiser toutes ces informations, toutes ces données, il faut des standards. Alors, un bon standard, je dirais, pour décrire nos données, c'est un standard dont on ignore l'existence. Okay? Il y a des prises, c'est construit suivant un standard, personne ne s'en intéresse parce que ça fonctionne. Votre votre chargeur d'ordinateur, ça marche sur des standards. Vous partez en Europe, vous le branchez, ce n'est pas le même voltage, mais ça va marcher parce qu'il y a une standardisation qui permet que ça fonctionne. Alors, on n'est pas intéressé à savoir quelle est la norme ISO qui a été appliquée sur le standard de votre... Vous avez juste besoin de le brancher parce que vous avez besoin que ça marche. Donc, on a tendance à se dire, utilisons les standards et ça va fonctionner. Le problème, c'est qu'en santé, on ne peut pas oublier les standards. Pourquoi? Parce que standardiser la notion clinique, c'est quelque chose de très complexe. Je prends un exemple de 3 ressources différentes qui vont standardiser la notion de cancer du duodénum. En rouge, vous avez par exemple ici la CIM-10 qui va vous dire, écoutez, tous les codes en C, c'est les codes de cancer, donc je vais juste vous donner l'information sur sa localisation. Donc vous savez que c'est un cancer du duodénum. En noir, vous avez la disease ontologie qui va vous dire, écoutez, moi, je peux décrire le cancer, je vous donne un bon nom, le cancer du duodénum, je vous donne une description en langage naturel, moi, je peux le comprendre. Je donne une description en langage formel pour que l'ordinateur puisse comprendre ce que c'est que le cancer du duodénum. Et après, j'ai la SNOMED-CT qui essaye de faire plus ou moins la même chose, mais avec un niveau de complexité complètement différent. Parce qu'on n'a pas accès à la même connaissance, parce que il y a des polysémies, il y a des incorrections, nous ne sommes pas tous d'accord sur les définitions des choses, et bien entendu, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas s'appuyer. Si je vous dis quelle est la différence de la peur et de l'anxiété, pour un diagnostic, c'est difficile à poser, donc difficile à définir formellement et à remettre à un ordinateur. Alors, quand on a ça, on a envie cependant de les utiliser pour pouvoir décrire nos données, notamment dans les systèmes de codage habituels que nous avons et que nous manipulons. Donc, moi, j'utilise un code I50 de la CIM-10. J'ai décrit un infarctus du myocarde. Partout dans le monde, c'est un infarctus du myocarde parce qu'en classification internationale des maladies, c'est ce code qui est utilisé. Le problème, c'est que coder comme ça, ce n'est pas une chose simple parce qu'il y a un grand niveau de polymorphisme. Je prends l'exemple de ce code E12, qui est un autre code de la classification internationale des maladies, qui nous dit le diabète mellitus, si vous voulez l'utiliser, assurez-vous que votre patient n'a pas de grossesse. Alors, quand vous voyez ce code, vous pouvez inférer que votre patient n'a pas de grossesse, ou bien on n'a pas cherché, ou bien il n'y avait pas l'information dans la donnée, c'est juste ce code-là qu'on a pris parce qu'il n'y avait pas l'information grossesse. Donc, et si vous essayez d'apprendre avec ce code, est-ce que votre algorithme d'apprentissage devrait-il automatiquement inférer que votre patient n'a pas la grossesse avec toutes les conséquences qui peuvent survenir en termes de prise en charge? Et là, on voit que ça devient de plus en plus complexe parce que là, on a affaire à un seul système, alors que personne n'est d'accord sur quel est le standard à utiliser. D'aucuns vont utiliser ici la SNOMED-CT, d'autres vont utiliser la disease ontologie, d'autres vont utiliser la classification internationale des maladies pour l'oncologie. Et tous seront utilisés et comment est-ce qu'on fonctionne. Pour montrer encore plus la difficulté, il y a ce travail de chercheurs qui m'a beaucoup plu. Ils se sont intéressés à utiliser la SNOMED-CT parce qu'il y a des gens qui poussent pour certains standards. On dit utiliser ce standard-là, c'est ça qu'il faut, c'est ça qui est bien, etc. Et là, ils ont pris des experts dans le domaine, des médecins qui connaissent bien la SNOMED-CT, qui l'ont utilisée, qui l'ont évaluée. Et on leur a donné des notes cliniques de patients et on leur a dit, écoutez, essayez d'annoter ces données-là et on va voir comment vous vous accordez. Et la conséquence était simple parce que la manière dont nous avons accès à l'information dans ces standards-là n'est pas suffisamment claire pour nous. Et en fait, l'accord interannotateur entre ces différents experts-là est très faible.
Donc, imaginez que là, nous avons affaire à des experts formés pendant des années, qui travaillent là-dessus depuis des années. Imaginez le déploiement de ces ressources en vie réelle dans les données et les conséquences que ça peut avoir en termes de qualité de la donnée réellement produite. Quand on commence à comprendre la donnée que nous avons en santé, on commence à comprendre ce qui se passe dans le processus de déploiement et de création de nos algorithmes. Parce que l'intelligence que nous créons n'est qu'à la hauteur de la qualité des données que nous avons. Vous commencez donc à voir quel est mon point de vue par rapport à la question du départ. Donc, nous avons cet exemple qui dit, écoutez, on a produit de nombreux algorithmes d'intelligence artificielle, aucun n'a été efficace et beaucoup avaient des erreurs. Pourquoi ? Quand on réfléchit bien. Parce qu'on ne regarde pas ce qui se passe. On n'est pas capable de savoir pourquoi ça a été inféré, même si on est d'accord que ça infère juste. Pourtant, ça peut inférer pour la mauvaise raison. Et là, le problème de l'explicabilité apparaît. Donc, moi, j'aime bien ce dicton de Nicolas Boileau qui dit « Tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement ». Et les mots pour le dire viennent aisément. Ça veut dire quoi? Si vous êtes suffisamment intelligent, vous êtes capable de justifier votre processus de raisonnement. À ce moment, l'intelligence artificielle en santé ne peut être intelligente que si elle est capable de s'auto-expliquer. Pourtant, on a un raisonnement assez pointu où on a des images, on a des données de sortie, on donne à l'algorithme, on dit prends à partir de ces images-là et des données de sortie que nous avons, essaye de savoir ce qui se passe et donne-nous le résultat. Alors qu'on n'a aucune idée de tout le processus antérieur qui a amené à la conception de ces images. La prise en charge clinique du patient n'y est pas. Pourtant, en tant que médecin, quand vous demandez un examen de radiologie, vous ne dites pas juste « faites-moi un cancer de tout le corps ». La plupart du temps, aucun médecin n'aime ça, faire un scanner de tout le corps pour pouvoir poser un diagnostic. On décrit la clinique et on dit au radiologue « voici la clinique que j'ai ». Et potentiellement, lui, ça l'aide à son processus cognitif. Pourtant, on ne prend pas encore tous ces éléments parfois quand on commence à entraîner nos algorithmes. Nous avons ensuite la notion de reproduction accentuée des informations que nous avons. Je vais m'attarder particulièrement sur ce cas de biais racial. Pourquoi? Parce que ce qui s'est passé, ce n'est pas parce que les praticiens sont racistes, hein, c'est qu'ils l'ont mis dans les données. Ce qui s'est passé, c'est que la plupart des minorités aux États-Unis n'ont pas accès à une couverture de santé. Donc, en tant qu'altruistes, les médecins qui ont conscience que plus le patient reste, plus on lui fait des examens qui coûtent cher, ça leur revient très cher à la sortie. Ils essayent d'optimiser le processus en ne demandant pas certains examens pour que, en fait, les minorités qui n'ont pas la plupart du temps de couverture santé ne se retrouvent pas avec une facture très élevée. La conséquence, quand l'algorithme n'a pas accès à toutes les informations nécessaires pour comprendre le contexte sociétal dans lequel il évolue, on se retrouve donc à optimiser pour toutes les minorités des examens complémentaires. On leur dit, ce type d'examen, ce n'est pas pour vous, je ne vais pas vous le proposer. Voilà, ça c'est ce type de biais qui apparaissent dans la donnée, qui montre clairement qu'il n'y a toujours pas d'intelligence, il n'y a que ce que la donnée veut bien nous donner comme information. Et ça se retrouve dans différentes catégories de minorités. Hein. Là, ce n'est pas juste racial, c'est aussi le sexe et le genre, etc. Et il y a le journal Stat, justement, qui faisait le point sur ce qui se passait sur des algorithmes déjà déployés en hôpital et qui montre que parfois de petits changements dans la donnée peut être capable d'entraîner des conséquences complètement négatives. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de support nécessaire pour comprendre le processus d'explicabilité. J'écoutais une conférence ce matin qui nous disait, parce qu'on avait montré une stratégie des ontologies pour décrire comment la donnée pourrait expliquer juste le diabète, et ils trouvaient que c'était beaucoup de travail, rien que pour être capable de décrire que le diabète là, dans nos données et se demander si les efforts en valent la peine. Moi, je pense qu'on peut rester dans le paradigme de la médecine qui dit que premièrement, ce n'est pas nuire. Le but n'est pas d'être efficace. Premièrement, ce n'est pas nuire. Donc, quels que soient les efforts à mettre en place, mettons les efforts pour être sûr déjà de ne pas nuire, pour comprendre pourquoi nos algorithmes infèrent, et après, nous serons capables de les déployer. Ensuite, on va essayer de réconcilier quand même la notion d'activité et la notion d'effort cognitif. Alors, je suis tombé sur cet article-là très récemment où des gens se sont intéressés à annoter des données, des visages, pour faire un jugement sur des visages. Ils ont un dataset qu'ils ont créé et en fait, on pose des jugements sur des visages et ils ont entraîné des algorithmes pour ça. Et là, on se pose la question, quel est l'intérêt ?
Quel est l'intérêt de créer ce type de dataset qui vont nous dire, alors oui, moi cette personne, on peut lui faire confiance en fonction de son visage, etc. Et quelle est la notion d'intelligence même dans ce type d'activité? Donc, comment savoir aussi que dans la définition de l'intelligence artificielle, il faut certes l'effort cognitif, il faut certes l'activité, il faut aussi avoir le lien entre l'activité et l'effort cognitif dans la vie réelle. Donc, j'espère que vous avez commencé à avoir une réponse par rapport à la question de départ. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Ce qu'il faut faire, c'est donner plus d'amour à nos données. Donner plus d'amour à nos données, ça ne signifie pas de dire aux praticiens de créer de belles données. Ça n'arrivera jamais. Personne n'a envie de créer de belles données. Mais par contre, on peut augmenter notre capacité à soutenir les praticiens dans leur processus habituel tout en créant de la donnée de qualité. Ça, c'est possible. C'est un champ de recherche. Comment on appelle, c'est tous les éléments numériques, l'accès aux outils numériques peuvent être optimisés tout en permettant aux praticiens de continuer à interagir normalement, mais en créant en arrière-plan des données de qualité. Il faut continuer le processus d'oubli des standards. Alors oui, vous me direz, je vous ai quand même rappelé les standards, mais pour l'instant en santé, comme ce n'est pas suffisamment mûr, on est obligé de rappeler à tout le monde les standards et leurs limites, même si personne n'a envie de connaître HL7, SNOMED CT, OMOP, etc. Mais il faut encore que nous ayons une réflexion de comment soutenir ontologiquement, c'est-à-dire conceptuellement, les notions qui sont représentées dans ces standards-là pour assurer leur utilisation automatique. Enfin, il faut être capable de définir les tâches d'intérêt pour le système de santé. Est-ce que moi, j'ai besoin d'un outil pour ce type d'effort cognitif dans ma structure de santé? Ou bien est-ce que je développe quelque chose, ça marche, ça fonctionne, vous voyez, c'est tout beau, c'est tout neuf, alors vous pouvez l'utiliser chez vous, même si vous n'avez même pas émis le besoin de pouvoir l'utiliser. Et enfin, vous avez compris, pour moi, il n'y a pas d'intelligence artificielle sans explicabilité parce que c'est la seule façon d'avoir de l'intelligence. Merci. J'ai une question par rapport, quand vous dites les données de santé. En fait, moi, j'ai eu l'opportunité de travailler dans un processus, des processus, dans plusieurs hôpitaux ici à Montréal. Et le problème qu'on avait vraiment vu à peu près partout, c'est les données. En fait, certaines données sont décentralisées, d'autres données sont plus centralisées versus décentralisées. Donc, je n'ai pas compris. OK. Les données Oui. Que vous avez parlé, en fait, on avait vu, je parle de projets de technologie d'information, les données étaient vraiment centralisées. En fait, certains joueurs, acteurs avaient le pouvoir d'avoir accès, tandis que d'autres personnes, c'était vraiment interdit pour toutes sortes de raisons, d'éthique, confidentialité. Donc, quand on va faire l'extraction de ces données-là, je me demande, vous parlez des ontologies, les métaconnaissances, comment est-ce qu'on peut, en fait, dans les domaines de la santé, parce que c'est très complexe, je ne sais pas comment est-ce que cela se fait en ce moment, c'est ça ma question. OK, alors, je crois que je comprends votre question. Alors, cela vient donc pour moi de la définition de la donnée de santé. Parce que la donnée de santé, c'est quelque chose d'assez sensible. C'est pourquoi il y a plein de régulations autour de la notion de données de santé. Pourtant, aujourd'hui, comme je vous ai dit, on met plein de régulations sur les données hospitalières alors que des autres données, en fait, personne n'a envie de regarder. Et là, ça pose le problème de, OK, on restreint les accès sur les données hospitalières, etc. Pourtant, on donne les accès. Vous avez votre téléphone qui connaît vos nombres de marche. Vous avez Hydro-Québec, tout le monde peut avoir. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe véritablement? Pourquoi est-ce qu'on met beaucoup plus d'accent à réguler l'accès à des données de santé là, à l'hôpital et pas sur les autres données qu'on laisse les gens croiser des données comme ils peuvent? Et là, ça devient beaucoup plus compliqué en termes de transformation numérique généralement parce que quand on essaye de mettre un outil numérique en santé, on se dit, est-ce que ça fonctionne bien? C'est ça qu'on regarde. On va être sûr que ça fonctionne. On va être sûr que ça marche. Pourtant, on a des petits outils, des petits gadgets là que l'on peut mettre qui prennent le pouls, qui prennent la fréquence cardiaque, etc. Vous me direz, potentiellement, ça ne fonctionne pas. Mais la vérité, c'est qu'on peut toujours pondérer et avoir le bon résultat et donc commencer à inférer ce qui se passe. Mais personne n'a envie d'être considéré comme dispositif médical parce qu'il y a il y a de la régulation, etc. Et je peux passer outre en n'étant pas considéré comme ça. Alors, il n'y a pas de formule magique. Je pense que ça ne va pas totalement changer parce que la particularité du Québec, c'est que
Je pense que c'est en train de changer peut-être avec la loi 19 là, mais déjà la donnée n'est pas la propriété de l'hôpital, hein, contrairement à d'autres centres. C'est avant tout pour le patient. Donc il faut donner de l'accès à la donnée pour pouvoir construire notre nouveau système, que les gens les exploitent, que les gens les testent, que les gens puissent être capables de créer des choses à partir de ces données-là. Donc, il n'y a pas de formule magique. Moi, je ne pense pas que je pourrais proposer de formule magique concernant l'accessibilité à la donnée, mais ce qui est sûr, c'est un besoin réel pour que ce ne soit pas juste c'est mes données, c'est moi qui ai accès, c'est moi qui développe des choses en fonction, mais il n'y a pas de formule magique à l'intérieur. Ma question, c'était, vous faites la notion d'explicabilité du processus d'intelligence artificielle en imposant cette notion-là. Est-ce que vous n'avez pas peur de forcer des modèles plutôt simplistes qui feraient qu'on ne pourrait pas vraiment aller chercher des modèles beaucoup plus compliqués, qui sont plus compliqués à expliquer parce que ça mélange tellement de types de données qu'on ne voit pas de lien direct qui soit facilement explicable, ce qui serait pour moi un peu le but de l'intelligence, des méthodes d'apprentissage plus profond, et que du coup, en gardant cette notion d'explicabilité, on ne serait pas en train de se limiter par rapport à ce qu'on pourrait faire dans le futur. Alors, c'est une très, très bonne question, parce que ce qui se passe déjà, si vous regardez, là, par exemple, la liste des outils d'IA qui ont été déployés qui ont été validés par la FDA, vous verrez qu'il y a très peu qui utilisent des apprentissages profonds au-delà de l'imagerie. Il y en a très peu. Pourquoi? Parce que justement en santé, on reste encore fixé sur des choses dont on est sûr que ça va fonctionner. On utilise des arbres de décision, on utilise des choses comme ça, et on est sûr que ça fonctionne parce qu'on est capable de retracer. Que ce soit les outils d'aide à la décision, il y a très peu d'outils d'aide à la décision basés sur de l'apprentissage machine. Pourquoi? Parce que tout simplement, on préfère encore les systèmes experts parce qu'on est capable de tracer ce qui est en train de se passer. Donc, est-ce que ça veut dire de changer totalement le processus, ou bien est-ce que nous devons quand même continuer le processus de réflexion dans qu'est-ce que nous sommes capables de mettre en place en santé, en utilisant toujours des algorithmes et en définissant la tâche pour lesquelles, en fait, on peut être d'accord de ne pas comprendre ce qui se passe. Si vous faites du traitement automatique de la langue, par exemple, pour extraire des choses, on peut être d'accord pour qu'on ne comprenne pas tout le processus de pourquoi il a compris ce qui s'est passé, tant que ça fonctionne plus ou moins. Mais si c'est pour me dire, écoutez, vous devez prendre un diagnostic, vous devez prendre tel traitement, vous devez demander ce type d'examen complémentaire, alors on se retrouve un peu perdu. Donc, il faut certainement améliorer la recherche en termes d'apprentissage, en termes d'explicabilité des modèles que nous utilisons d'apprentissage profond. Mais bon, ce n'est pas encore le cas, mais je pense que de toute façon, en santé, tant qu'on n'aura pas franchi cette étape de comprendre le processus d'inférence des modèles profonds, là, on ne pourra pas les déployer en toute sécurité en santé. Je vais passer maintenant à la synthèse. Donc, on a essayé de discuter est-ce que on peut créer l'IA à partir de données de santé. Et surtout, tout d'abord, il faut répondre à la question est-ce qu'il existe l'intelligence artificielle en santé? Et peut-être commencer par répondre à la question qu'est-ce que ça veut dire intelligence artificielle? Parce que les exemples existants posent la question est-ce que c'est intelligent, et si on a quelque chose qui est intelligent comme l'exemple dans le texte comme les animaux qui servirent à des humains quelque part, est-ce que c'est les humains et est-ce que les humains même sont intelligents? Et en fait, si oui, il faut tout d'abord reproduire l'intelligence avant de développer l'intelligence artificielle qui en fait, si on va essayer de la décrire, c'est la capacité d'une machine à réaliser d'activités associées à un effort cognitif qui inclut apprentissage, raisonnement, adaptation et abstraction. Et comme le résultat, exposition des données, exposition de résultats. Et en cas de santé, il faut aussi regarder dans le problème des données de la santé. Parce que est-ce qu'elle existe lui-même? C'est la question ontologique. Parce que données de santé par nature n'en existent pas, mais on peut décrire données de santé dans quelques contextes. Par exemple, dans le contexte dans combinaison. Donc, c'est
c'est les données qui permettent de décrire l'état de la santé en combinaison avec les autres états et par distinction, c'est le type de données de la santé qui est adressé à un acteur de santé. Et le problème dans tous les cas, avec les données de la santé, c'est la complexité et c'est manque de complétitude, c'est incomplétitude de la donnée, qui peut causer les problèmes avec abstraction des modèles qui sera profondément biaisé à cause juste à cause de la donnée. Par exemple, l'accessibilité à traitement, l'accessibilité à la spécialiste, à la tests plus complexes et plus chers pour certains groupes de citoyens. Et pour ça, il faut travailler dans ce problème complexe et développer les standards des données de qualité qui sera basé dans les manières ontologiques naturelles de classification et définir des tâches d'intérêt de cette IA de la santé plus claires qui est nécessaire, qui sera distinguée à utilisateur et à l'acteur de la santé.